continue. Le débat est consacré ce soir aux grandes évasions de grands bandits marseillais et même d'autres partout en France. Série de documents diffusés sur LCM à partir de ce dimanche. Pour en parler, eh bien, le co-réalisateur de ces documents, Marc Mawad. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être sur ce plateau. Pour en parler également, José Darigo, journaliste correspondant à Nice Matin et spécialiste des faits divers. Bonsoir, José Darigo. Messieurs, une petite mise en bouche pour découvrir un petit peu ce que seront ces documentaires avec cette bande-annonce. Regardez. Premier volet des grandes évasions, Sulac l'aventurier. Braqueur de supermarché et de bijouterie, il était l'homme le plus recherché de France dans les années 80. Bandit sympathique, sa troisième évasion tournera au drame. Aujourd'hui encore, les circonstances de sa mort restent un mystère. Les grandes évasions de Bruno Sulac, c'est dimanche 25 avril à 17h30 et jeudi 29 avril à 16h30 sur LCM. Marc Mawad, 10 histoires d'hommes, de grands bandits, je le disais. Tout d'abord, comment avez-vous fait pour sélectionner ces histoires? Parce qu'il y en a tellement, j'allais dire. Il y a des histoires qui sont plus emblématiques que d'autres. Et puis il y a des histoires qui sont extraordinaires mais méconnues. Donc on a fait un mix des deux en fait. Donc il y a notamment des histoires qui ont été racontées 1001 fois et celles-là on a essayé de les raconter différemment. Alors on va commencer peut-être par l'une d'entre elles. On va commencer par Antonio Ferrara. Tiens, nous sommes dans les années 2000, 12 mars 2003. Il s'évade de la maison d'arrêt de Fresnes. Extrait. Encore aujourd'hui, cette histoire n'est pas très claire. On ne sait toujours pas pourquoi lui ont tiré dessus. Le bruit a attiré un autre occupant de la chambre, qui arrive. Éberlué par la scène à laquelle il assiste, il voit son pote par terre, gisant dans le sang. Il n'a pas le temps de s'expliquer. L'homme braque l'arme sur lui. Clic. Le coup de feu ne part pas. À ce moment-là, le type qui est sidéré, qui s'attendait à mourir et qui finalement est encore debout, reçoit un énorme coup de poing dans le visage et tombe à terre. Les deux individus, calmement, s'en retournent, repassent devant le veilleur de nuit qui somnole et s'en va. Alors pourquoi est-ce que Ferrara a tiré sur lui au fusil de chasse? C'est un peu compliqué, on ne sait pas trop, peut-être une affaire de cœur mêlée à des problèmes d'échange de stupéfiants ou choses comme ça. La victime s'en sort. Alors que les policiers craignent que la loi du silence ne s'abatte, ils donnent le nom de l'auteur des coups de feu et ce nom va retentir dans l'histoire du banditisme moderne. L'homme qui m'a tiré dessus s'appelle Antonio Ferrara. On a reconnu la voix de maître Gilbert Collard, il sera donc le narrateur de ces 10 documents. José Darigo, comment expliquez-vous ce succès des faits divers, de ces grands bandits qui visiblement fascinent les gens, puisqu'il y a des séries, on connaît celle sur France 2, France Télévisions, Faites entrer l'accusé, on connaît les vôtres aussi qui sont passés sur LCM il y a quelques mois, L'Immortel au cinéma. Si vous voulez, je crois qu'il y a une fascination qui est très importante, surtout dans notre région, Marseille, Nice, Toulon, d'abord parce que nous avons toujours eu ici de grands bandits, hein, et pas seulement dans le banditisme d'ailleurs. Mais si vous voulez, c'est à Marseille, c'est le culte de la transgression. Voilà. C'est un peu un sport local, hein, on pourrait dire ça. Celui qui ne peut pas vraiment nourrir sa famille par des voies légales et honnêtes, se lance dans la transgression. Il commence à franchir la ligne jaune avec des petits larcins, puis après ça devient des braquages, et puis après on rentre complètement dans la pègre. Mais vous qui êtes dans le milieu du journalisme et des faits divers en particulier depuis déjà quelques années, oui, je n'ose pas dire beaucoup, mais en tout cas depuis quelques temps, c'est plus populaire maintenant ou cela a toujours été? Ce qui est plus populaire maintenant, ce sont des œuvres comme celle de Marc Mawad qui sont remarquables et qui permettent au grand public de s'initier, si vous voulez, et d'avoir des explications aussi a posteriori sur les grandes affaires, notamment les grandes évasions, qui vont vous passionner. Moi, je les ai déjà vues, ces émissions, donc je peux parler aux téléspectateurs qui n'ont pas encore vu ces émissions. Elles sont remarquables et surtout elles les expliquent point par point toutes ces évasions, le cursus, en quelque sorte, de tous ces grands bandits qui ont défrayé la chronique pendant des années. Alors, Marc Mawad, justement, revenons sur la construction, sur la fabrication de ces documents. C'est de la reconstitution, on a vu, mais aussi... C'est du docu-fiction. De docu-fiction, c'est-à-dire que vous êtes appuyé également aussi sur des témoignages de proches et même de ces anciens braqueurs.
Alors quand on a pu, on a interviewé certains de ces braqueurs, notamment André Belaïch qui a été interviewé, ou Gabriel Muesca qui était l'ancien leader d'Ipar et Tarak. Belaïch, c'était, on peut le rappeler aussi, le gang des postiches. Le leader. Ce n'est pas le leader du gang des postiches puisqu'il a été acquitté. D'accord. Donc il y a des vérités judiciaires. Donc André Belaïch est un ami des membres des postiches et il a été condamné pour recel et association de malfaiteurs, mais en aucun cas pour les braquages du gang des postiches. Enfin, il faut le rappeler en tout cas. Combien de temps vous avez mis pour réaliser ces 10 documents? De 52 minutes, on le rappelle. On a mis environ 6 mois. 6 mois, pas plus. À un mois près. Et donc vous avez voyagé dans toute la France, même éventuellement à l'étranger? Non, on est resté en France pour ces épisodes. Et alors, c'est difficile de retrouver les proches de ces bandits? Comment ça se passe? Quelle démarche Parfois c'est compliqué. Pour André Belaïch par exemple, on a planqué de nuit à Paris en attendant qu'il ouvre sa boutique. C'était dangereux, c'était long. Dangereux? Non, c'était pas dangereux. Le problème d'André Belaïch, c'est qu'il se lève à midi, il ouvre sa boutique à 23h et donc il faut avoir le courage de l'attendre devant sa boutique et puis après ça va tout seul. Le problème c'est quand ils sont en prison, ça c'est plus gênant. Pour faire des interviews en prison, c'est plus gênant. Ça on l'a fait aussi. En prison? En prison, oui. Vous avez l'autorisation d'aller les voir? Non, en fait un jour mon téléphone sonne, enfin, c'était un SMS, et me disant si vous voulez des informations sur Bruno Sulac, je suis à votre disposition. Donc j'ai renvoyé un SMS en disant oui, est-ce qu'on peut se voir sur Paris par exemple? Et il m'a répondu sur Paris ça va être compliqué parce que je suis encore pour 10 ans en prison d'Autriche. D'accord. Il appelait de la prison d'Autriche. Voilà. Ouais. Donc je lui ai demandé est-ce que je peux vous appeler? Il m'a dit oui, appelez-moi après 18h, donc je l'ai appelé. Et il a répondu. Et ma première question ça a été quelle est la légalité de notre conversation? Et il m'a dit absolument aucune. Qui donc c'est un téléphone pirate. Je me dis oui, vous savez, ici pour 50 € vous avez un téléphone. Et donc bon, je me suis dit en Autriche, d'ici est-ce qu'ils viennent me chercher, ça ira. Et donc on a commencé à discuter et puis finalement ça a abouti à une interview. Il se trouve que ce monsieur, c'était le frère de Steve, l'associé de Bruno Sulac, qui a quelques années après la mort de son frère a voulu imiter le mode opératoire de Bruno Sulac qui fait l'objet du premier film qui sera diffusé cette semaine. Et qui, à l'âge de 43 ans, a déjà fait 20 ans de prison. Et dans l'ensemble, ils parlent facilement, les gens, ou vous avez dû un petit peu les remuer, éventuellement les payer? Non, ça, payer, c'est... Vous ne pouvez pas payer un témoin, puisque dans ce cas-là, vous perdez, enfin, ils perdent toute objectivité. Donc, il n'y a pas d'argent en jeu là-dedans, c'est impossible. C'est plus facile. Moi, je dirais que c'est plus facile pour répondre à la question d'Igor Saïri. C'est plus facile quelques années plus tard. Je ne sais pas si Marc est d'accord avec moi. C'est plus facile parce que les gens se livrent davantage. Du temps est passé, la justice est passée en général, et donc ils ont tendance à dire davantage de vérité. Oui, mais justement, pour ce coup de fil en Autriche, ça aurait très bien pu être un canular, ou en tout cas, il aurait pu vous appeler de Marseille ou de je ne sais où. Oui, mais... Donc il y a quand même eu une confiance réciproque. Disons que le lien avait été fait par son avocat que nous avions interviewé, qui était l'avocat de Bruno Sulac, et le courant était passé et ils en avaient discuté. Mais j'étais quand même très surpris de recevoir cet appel. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ces 10 documents, vous vous concentrez sur une partie de l'histoire, notamment les grandes évasions, les évasions de ces hommes. Pourquoi ce choix-là, justement, de l'évasion? Tout d'abord, on avait envie de parler de l'univers carcéral, puisqu'en France, il y a un débat autour de la prison, et il y a quand même très peu d'évasions. Les gens qui décident de faire des évasions, de s'évader, ont un profil bien particulier, c'est une chose, mais quelque part l'évasion, c'est un cri. Donc si quelqu'un décide de s'évader, c'est quelque part aussi non seulement pour recouvrer sa liberté, mais aussi pour dénoncer les conditions carcérales. Et ça, on avait envie de montrer qui étaient ces gens qui avaient eu le courage de le faire, parce que il faut beaucoup de courage pour braquer une banque, mais je pense qu'il faut également énormément de courage pour s'évader, peut-être plus. Donc on avait vraiment envie de montrer ce côté-là, qui est un côté plus héroïque, parce que être un braqueur, bon, certains peuvent trouver ça héroïque, en tout cas, c'est quand même quelque chose qui est réprouvé par la société, alors que s'évader, si vous en parlez autour de vous, les gens trouvent ça normal, qu'un prisonnier ait le droit de tenter de s'évader, même si aujourd'hui c'est réprimé par la loi, alors qu'il y a encore quelques années, ça n'était pas réprimé.